French Boss vous est présenté cette semaine par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA, Bachelors of Business Administration, est une voie qui détonne dans le catalogue des programmes Schema. Après le lycée, ce programme en 4 ans, basé à Raleigh, en Caroline du Nord, permet aux étudiants de suivre une formation imprégnée d'international et d'expériences multiculturelles. Le diplôme est reconnu partout dans le monde, possible 100% en anglais, et offre aux étudiants la possibilité d'accéder au marché de l'emploi rapidement, sereinement et à l'international. Bonjour à tous, il aime avant tout lire, il aime écrire, il aime voyager et néanmoins il est avec nous dans French Boss cette semaine. Ça veut dire que c'est un Français qui a créé son entreprise à l'étranger et Dieu sait s'il va avoir beaucoup de choses à nous raconter. Bonjour Dominique Piotet. Oui, bonjour à tous. Alors vous avez plein de choses à raconter. Moi j'ai lu beaucoup de choses sur vous, ça va faire je pense une conversation passionnante. Mais déjà un petit mot sur la photo qui est derrière moi et qui déjà est une preuve de votre originalité. C'est la ville de Kiev, la ville dans laquelle vous n'êtes plus aujourd'hui. Vous êtes à San Francisco pour des raisons que tout le monde peut comprendre. Mais c'est une ville qui est étroitement liée à votre vie professionnelle. C'est peut-être même la ville la plus liée à votre vie professionnelle, Dominique, Kiev. Je pense qu'il y en a deux. Il y a San Francisco et Kiev. On y reviendra. Mais Kiev est évidemment très importante pour moi. J'y étais jusqu'au 22 février. Pour mémoire, la guerre a commencé le 24. Donc, j'ai résisté avant de partir. Il a fallu beaucoup de pression de ma famille et de l'ambassade américaine, parce que je suis franco-américain. Les Français étaient plus cool. Les Américains, eux, étaient plus clairs sur ce qui allait se passer pour que je parte. Et effectivement, moi, j'ai vécu un peu plus de 3 ans incroyables à Kiev, d'entrepreneuriat le plus débridé et le plus visionnaire que j'ai pu faire dans ma carrière d'entrepreneur. Et la ville de Kiev en elle-même, pour un entrepreneur, est-ce qu'elle est porteuse? Est-ce qu'elle est énergique? Est-ce qu'elle est dynamique? Est-ce qu'elle a fait de vous un entrepreneur différent? Alors, c'est très intéressant. Pour moi, c'est une ville formidable. L'énergie que j'ai trouvée à Kiev en matière d'entrepreneuriat est celle que j'avais trouvée à San Francisco quand je m'y suis installé en 2004. Donc, 2004, c'est la fin de la bulle Internet. C'est l'introduction en bourse de Google et c'est le début d'une nouvelle ère entrepreneuriale à San Francisco. C'est le Web 2.0. C'est le Web 2.0. Et donc, une nouvelle ère, une énergie dingue. Voilà, Kiev, c'était un peu le même sentiment d'énergie, de tout est possible, d'envie d'entreprendre. Une jeune génération extrêmement courageuse, très connectée, très connectée au reste du monde, évidemment. Et donc, et un endroit où c'est assez facile d'entreprendre. La barrière à l'entrée est pas très compliquée, si ce n'est la barrière de la langue et de la culture. Mais comme toujours, quand vous entreprenez à l'étranger, la barrière de la culture est bien souvent la plus compliquée à franchir. Je vais vous poser une question, effectivement, qu'il faudrait mieux poser à un véritable spécialiste, mais est-ce que vous pensez que Kiev réussira professionnellement à renaître de ses cendres? Le sujet est difficile à dire. Ce qui est remarquable en ce moment, c'est que tout rouvre. Les bureaux ont réouvert. En fait, mes bureaux ont réouvert hier, pas plus tard qu'hier. Le café, le restaurant, les gens commencent à revenir. Et donc, de façon très paradoxale, en fait, le business a repris et continue. Tout dépendra de l'issue de la guerre, mais il est clair que il y aura un après, et que si l'issue de la guerre est favorable pour Kiev, on va dire, pas nécessairement pour l'Ukraine dans son entièreté, mais au minimum pour Kiev, et j'ai aucun doute qu'elle le sera. J'y crois profondément. Et on s'y bat tous. Alors ce sera encore mieux qu'avant.
Alors il y aura plus d'argent, alors il y aura une visibilité de l'Ukraine qu'elle n'avait pas jusqu'à présent, et un climat des affaires qui sera plus favorable, et puis ce fameux plan Marshall dont on parle tous, qui apportera beaucoup d'investissements à l'Ukraine et qui permettra à des entrepreneurs qui avaient du mal jusqu'à présent à accéder au financement, à accéder à des financements auxquels ils n'avaient pas accès jusqu'à présent. Donc moi, vous savez, un entrepreneur, ça ne peut être qu'optimiste. Sinon, on fait autre chose. Si on n'est pas optimiste, on fait autre chose. C'est tellement difficile comme métier. C'est tellement aléatoire. Vous voyez, là, je suis rentré à San Francisco, dans ma maison qui est en travaux. Vous voyez, les vitres ne sont pas finies. Oui, si, je peux vous montrer. Vous voyez, les vitres ne sont pas finies, on est en travaux. Mais je suis optimiste, je continue, on avance. Voilà, c'est ça qu'on fait. Alors Dominique, vous m'avez dit, il y a deux villes qui ont véritablement compté, San Francisco et Kiev. Il y a aussi Paris. Et si on cite ces trois villes, Paris, San Francisco, Kiev, quelque part, on établit un petit peu le parcours de la vie professionnelle de Dominique Quetet. Est-ce que vous pourriez nous la raconter de manière succincte, bien sûr, cette vie professionnelle, parce qu'une demi-heure suffirait pas sinon, mais est-ce que vous pourriez nous la raconter un petit peu, Dominique? Oui, bien sûr. Bon, moi, je suis passionné de technologie. Ça, je pense que m'installer à San Francisco, c'était un signe. Donc j'ai toujours travaillé dans la tech, sauf au tout début de ma carrière. J'ai d'abord travaillé pour des grandes entreprises. J'ai travaillé pour la direction générale de la Poste, où je me suis occupé de la stratégie Internet. J'ai créé la stratégie Internet de la Poste. Alors, certains d'entre vous ont peut-être encore des adresses atlaposte.net, une adresse Internet email gratuite. Voilà, j'en suis un des papas. Et puis plein de choses qui n'ont pas marché, surtout des choses qui n'ont pas marché d'ailleurs. Mais ce qui était intéressant, ce qui est passionnant, je pense que ça raconte de moi tout ça, c'est qu'au fond, à chaque fois, même dans des grandes entreprises, j'ai été entrepreneur. J'ai monté des choses, j'ai créé des produits, j'ai créé des services. Ensuite, je suis passé chez BNP Paribas, je suis devenu patron de l'innovation et des nouvelles technologies. Et là, pareil, il s'agit d'inventer la banque de demain, et c'était il y a 20 ans. BNP Paribas m'a permis d'aller à San Francisco, parce que je voulais être au cœur de l'action. Et là, j'ai monté ma première boîte, Rebellion Lab, une boîte de conseil en innovation et en stratégie qui a grandi, qu'on a fait grandir avec des grands clients, en montant des produits un peu innovants, montant des stratégies Internet pour Kering, pour Shiseido, donc des boîtes un peu partout dans le monde. Et puis, comme tous les entrepreneurs, à un moment, j'ai fait mon exit, j'ai vendu ma boîte. Et puis, malheureusement, on ne peut pas s'arrêter. J'ai eu envie d'une nouvelle aventure, et voilà, je suis parti en Ukraine, monter Unit City, qui est, pour les Français qui connaissent un peu la tech, Station F, voilà, à Paris, l'endroit de l'innovation créé par Xavier Niel. Station F, mais 30 fois plus grand. Donc 1 million de mètres carrés, 30 000 personnes, des incubateurs, des accélérateurs, des fonds, écoles de code, mais aussi une ville, des gens qui habitent, qui vivent, qui travaillent, bientôt une université, une école, un hôtel, un hôpital, bref, une ville dédiée à l'innovation, mais dans le centre de Kiev. Voilà, un truc de fou. Et donc, voilà, moi je suis un constructeur en fait, moi j'aime construire. C'est marrant ce que vous me dites. Vous me parlez des échecs. Vous me dites que vous avez eu beaucoup d'échecs, enfin, oui. du moins de ratages. Et puis vous me dites aussi dans la même phrase un petit peu l'envie de reconstruire souvent. Est-ce que vous pensez que l'échec, il est un moteur pour l'entrepreneur? Absolument. Absolument. Je dis toujours, alors je fais beaucoup de mentoring pour des jeunes qui montent des startups. Je leur dis toujours, si vous voulez gagner de l'argent, il faut que vous deveniez banquier ou avocat. Si vous voulez vous amuser, prendre des risques, donc vous planter, mais apprendre, mais être libre, montez votre boîte. Ne le faites pas pour gagner de l'argent, parce que ça c'est le mauvais motif pour monter sa boîte. Mais en revanche, pour moi, l'échec, en fait, deux choses. L'échec fait partie de l'apprentissage. En gros, c'est en échouant, c'est en tombant au ski qu'on devient un bon skieur.
et Dieu sait que je suis tombé au ski. Et puis, finalement, j'ai terminé moniteur de ski. Donc, si on tombe pas au ski, on peut pas devenir un bon skieur. Ça veut dire qu'on a peur, ça veut dire qu'on prend pas de risques, ça veut dire qu'on fait pas de choix. Et donc, voilà. Donc, l'échec, ça fait partie de ça. Ce qui est plus important, c'est ce que je dis toujours à mes élèves au ski, l'important, c'est de se laisser tomber. C'est d'accompagner la chute. La chute, elle est inévitable, mais il faut l'accompagner. C'est comme ça qu'on se casse pas une jambe. Si vous résistez, quand vous tombez, vous vous cassez une jambe. Donc, ça sert à rien. Et donc, pour moi, et ensuite, il faut se relever parce qu'il faut continuer à descendre. Moi, j'aime toujours bien les comparaisons avec le ski parce que je trouve que c'est un sport, c'est un sport qui est évidemment un sport individuel pour beaucoup, mais voilà, ça nous dit beaucoup sur la façon dont on appréhende le risque et la peur. Je reviens sur ce que vous venez de me dire en disant que les jeunes que vous encadriez, à qui vous donniez des conseils, les jeunes qui souhaitaient monter des startups, vous leur disiez ne faites pas ça pour gagner de l'argent. Vous, aujourd'hui, à votre âge, vous avez toujours pas cette envie de gagner de l'argent. J'ai l'impression que vous en gagnez quand même un petit peu d'argent, Dominique. Non, mais évidemment, et j'ai 53 ans, donc j'ai vendu une boîte, donc oui, personnellement, je suis plus très inquiet pour ça. Je suis pas devenu Bill Gates pour autant, et ça n'a jamais été mon moteur. Ce que je veux dire, c'est que la rançon du succès de l'entrepreneur, c'est évidemment une certaine aisance financière. En général, pas celle qu'on imagine. C'est-à-dire que mais on vit bien et c'est fine. Mais ça peut pas être le moteur. Parce que si c'est le moteur, ça vous conduira pas à prendre les bonnes décisions. Je repense souvent à cette histoire de Mark Zuckerberg à qui on propose 1 milliard pour racheter Facebook. 1 milliard, vous vous rendez compte? Le gamin est un môme, il pourrait, je ne sais pas combien il avait de la boîte, mais peut-être 50, il en a 56%, donc il en avait au moins 56%. Il pouvait partir avec 500 ou 600 millions à 22 ou 23 ans. Et non, il décide que non. Il décide que son aventure, c'est pas celle-là. Son aventure, c'est de monter le leader mondial des réseaux sociaux et de continuer. Et donc, moi, au risque de se planter, de tout perdre. Et en fait, une aventure entrepreneuriale, c'est pas une aventure financière. C'est une aventure de création, c'est une aventure d'hommes, c'est une aventure de femmes. Et souhaitons que ce soit de plus en plus une aventure d'hommes et de femmes et d'hommes. Ouais. Mais voilà, et puis je vais vous raconter une autre histoire qui, moi, me fascine. J'ai eu la chance d'accueillir Jack Ma à Kiev et de passer une journée avec Jack Ma, à lui montrer Unicity, ce qu'on était en train de construire, etc. Et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais quand vous avez créé Alibaba en 1999, il n'y avait pas d'Internet en Chine, vraiment. Il n'y avait pas de système de livraison. Il n'y avait pas d'e-commerce. On payait en cash. Il n'y avait pas de système de paiement électronique. C'était un pari de dingue. Et il m'a dit, oui, mais j'avais une vision. Et il fallait que je développe cette vision. J'avais cette vision, je croyais à cette vision. Et je crois que l'entrepreneur, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une vision. Moi, je pense souvent à André Citroën, qui est un de mes héros personnels. Et bon, voilà, il a fini ruiné, le pauvre, en 1934, avec cette vision de la traction avant. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a une vision. Et ça, je trouve, c'est formidable. C'est formidable. C'est ça, pour moi, l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce que dans votre vie d'entrepreneur, quelle est la place que vous laissez aujourd'hui à l'homme qui aime écrire, qui aime lire et qui aime voyager, comme on le disait au début? Eh oui, c'est toujours le combat. Écoutez, je ne veux pas vous faire de mal en disant ça. Hein. Voilà, ça c'est la pile sur mon bureau. Voilà, donc ils sont toujours là. Il y a toujours des bouquins sur mon bureau. Non, moi, je peux pas imaginer une journée sans lire. Donc ça, pour moi, ça c'est quelque chose qui est pas négociable. Donc j'y prends du temps. Voyager, il y a voyager pour les affaires et puis il y a voyager pour découvrir le monde. Mais
mais voyager, écoutez, là tout à l'heure, je vais partir à Los Angeles. Dans 15 jours, je vais à Barcelone. Ensuite, je serai à Paris. Donc c'est ma vie en fait. Hein. Et je peux pas m'en empêcher. Et moi, je me nourris de rencontres. Pour moi, c'est fondamental. Et donc voyager, c'est des rencontres, et c'est des rencontres de gens qui sont différents de moi. Rencontrer le même, c'est pas intéressant. Rencontrer le différent, c'est de ça que se nourrit. Quant à écrire, écoutez, je suis en train de signer un livre avec un éditeur. Donc voilà, va falloir que j'y mette. Quel genre de livre, Dominique? Un livre de business. Un livre de business, même si pas très loin derrière, je suis en train de travailler à un thriller, mais bon, on verra. Donc un livre de vécu, alors, en quelque sorte, le livre de business. Pas le Oui, thriller. un livre de vécu. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que je pense qu'on dit beaucoup de choses fausses sur le concept de résilience, qui est quelque chose qui est fondamental pour moi dans le métier d'entrepreneur. C'est ce que je parlais, comment on se relève de la chute, ce dont je parlais il y a un instant. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu en Ukraine, forcément, parce que c'est des gens qui m'ont beaucoup frappé par leur capacité à se relever en permanence. C'est un pays qui est en guerre depuis 2014. C'est un pays qui a pris en plein la crise de 2008, la crise financière de 2008. Donc c'est un pays qui est en reconstruction permanente, et la façon dont les Ukrainiens approchent cette reconstruction est un truc qui, moi, me fascine. Enfin, c'est un aspect de la culture ukrainienne qui me fascine. Moi, ce qui me frappe quand j'ai lu pas mal de choses sur vous. J'ai lu notamment le fait que vous aviez fait Sciences Po, que Oui. vous aviez fait les arts et métiers. J'ai du mal à imaginer le trait d'union entre tout ça, entre l'étudiant de Sciences Po, celui en économie des arts et métiers, et puis le mec qui aime voyager et qui est finalement, on se demande presque en l'écoutant s'il n'est pas devenu entrepreneur pour voyager. Ça, c'est pas impossible. Ça, c'est pas impossible. C'est intéressant, j'y avais pas pensé, mais je vais y réfléchir un petit peu plus, parce que vous touchez un truc pas mal. C'est quoi le trait d'union, alors? Le trait d'union, c'est quelque chose qui est très... Enfin, c'est deux choses qui sont très fortes pour moi. La première, c'est la transformation. Moi, ce qui me fascine, ce qui m'intéressait, ce qui m'a passionné à Sciences Po, c'est ce qu'on appelait, et c'est d'ailleurs ce que j'ai enseigné à Sciences Po pendant 10 ans ensuite, la gestion des transformations sociales. Et en fait, donc ma première passion, ça a été vraiment les politiques sociales, et donc l'économie, etc. Je me suis beaucoup intéressé à ça. Là-dessus est arrivé l'Internet, et en fait, le trait d'union s'est fait avec mon deuxième job, qui était, j'étais le chef de projet du passage aux 35 heures de la Poste. Bon, alors ça c'est le métier dur que j'ai fait dans ma vie, hein, je peux vous le dire. Ça n'a pas dû être fastoche. C'est le métier dur. J'étais très jeune en plus, donc très inexpérimenté. J'ai des conneries, j'en ai fait. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est là que je me suis rendu compte que la technologie était en fait... on a mis en place le premier intranet dans le cadre de ce passage aux 35 heures. Et ensuite, je suis devenu patron de l'innovation. Enfin, je suis devenu patron de la stratégie interne de la Poste. Et c'est là que je me suis rendu compte que le lien qui me manquait entre transformation et société, c'était la technologie. Alors, avec tous les impacts qu'elle peut avoir, qui peuvent être des impacts positifs, qui peuvent être des impacts négatifs, qui peuvent être des impacts qui font extrêmement peur. Et on est en droit de se poser tout un tas de questions sur la place des GAFA, des Facebook, des Google dans nos vies. Mais c'est à ce moment-là que le lien s'est fait. Et je pense que l'aspect économiste, l'aspect Sciences Po, me donne ce recul et ce regard critique que n'a pas nécessairement un ingénieur, que j'aurais pu être. J'ai pas le talent pour l'être, mais j'aurais pu l'être. J'ai fait un bac de maths et de physique, comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde, mais comme beaucoup.
et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, si on n'avait pas ces outils qui ne sont pas les outils de l'ingénieur, mais qui sont les outils de l'économiste ou de celui qui a fait des politiques sociales pour comprendre la force de transformation des technologies, en fait, il nous manquait quelque chose. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai écrit avec mon ami Francis Pisani ce livre Comment le web change le monde, qui a plutôt bien marché, qu'on a publié, si je me souviens bien, en 2008, qui était vraiment une étude sur voilà, en quoi l'Internet change complètement la façon dont on organise nos sociétés. Et je pense que si je relisais le livre aujourd'hui, on ne se serait pas trop trompé en fait sur nos analyses de l'époque. Ouais, parce que justement, si on regarde, on a l'impression que votre carrière, votre croissance, si je puis dire, elle a suivi l'évolution des nouvelles technologies. Est-ce que vous auriez fait la même chose si vous étiez né 30 ans plus tôt et que vous n'ayez pas connu les nouvelles technologies? Non, si j'étais né 30 ans plus tôt, et j'aurais pas détesté être né 30 ans plus tôt, je serais peut-être toujours venu à San Francisco, mais je serais devenu hippie. J'aurais eu c'était la génération de mes parents. Ce que j'aurais fait, moi, si j'étais né 30 ans plus tôt, je serais devenu grand reporter. Ah, voilà un beau métier. Ben oui, évidemment. Mais je pense que enfin, le métier de journaliste, c'est pour moi un des plus beaux métiers, un des plus difficiles métiers au monde. Toujours. Ô combien. Et d'ailleurs, quand je suis rentré à Sciences Po, c'était ça que je voulais faire. Je voulais devenir journaliste. Bien sûr, quelle surprise, évidemment. Lire, écrire, voyager. Ouais, oui. Alors, il y a beaucoup d'autres choses dans votre vie qui, encore une fois, font que vous ne collez pas au portrait robot de l'entrepreneur. Vous avez fait pas mal d'associatifs pour les femmes, pour les enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante aujourd'hui de ce que vous avez dans la tête et qui, quelque part, peut-être cannibalise un petit peu sur la fonction d'entrepreneur? Non, enfin, ça cannibalise pas. Je pense que ça va avec. Pour moi, c'est fondamental pour deux raisons. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aux États-Unis. La culture du give back. Il faut rendre. Il faut rendre. Quand on reçoit beaucoup, il faut donner beaucoup. Quand on reçoit beaucoup, il faut donner encore plus que ce qu'on reçoit. Mais moi, je trouve que je fais pas du tout assez et je m'en veux toujours beaucoup. Et il faut rendre de l'argent, il faut rendre du temps, il faut rendre des compétences, il faut avoir des connexions. Là, en ce moment, évidemment, je suis très engagé pour l'Ukraine et je soutiens beaucoup d'associations pour l'Ukraine, notamment en les aidant à lever de l'argent. Et je vais continuer. Et ça va faire une grosse partie de mon aventure suivante. Mais je pense que ça va avec. De plus en plus, l'entreprise est un endroit qui a besoin de faire partie plus intégrante de la société. Et donc, on peut pas être que dans le discours, notre produit vous fait du bien, alors qu'on sait tous très bien que pas forcément. Donc voilà, je trouve qu'il y a une. Mais plus encore, en fait, je pense que c'est ma présence américaine qui fait ça. Il y a une vraie culture de l'entrepreneur qui give back aux États-Unis. Dans un pays qui n'a pas de structure sociale forte, qui a un taux de pauvreté, qui a des inégalités comme on n'en connaît pas beaucoup ailleurs, si les entrepreneurs font pas le job, qui va le faire, quoi. Avec tous ces idéaux que vous avez en tête, quel est votre quotidien aujourd'hui d'entrepreneur? C'est certainement pas le quotidien d'un entrepreneur lambda comme il y en a beaucoup dans la Silicon Valley. Vous avez certainement un quotidien qui est très différent parce que vous avez plein de choses qui vous passionnent et qui vous occupent la tête. Oui, bon, d'abord j'ai un petit garçon, donc je me lève tôt parce qu'il faut aller à l'école. Voilà, donc il y a les contraintes de la famille, enfin les contraintes, les joies de la famille. Ouais. Je vis pas ça tellement comme des contraintes, en fait, je trouve ça même super agréable. Oui, d'ailleurs, si vous nous disiez que c'était des contraintes, on ne vous croirait pas vu le sourire que vous avez. Ouais. Il a 9 ans aujourd'hui en plus, donc D'accord. jolie fête Bon d'anniversaire. anniversaire. Ouais. Donc non, donc bon, il y a ça. Vous savez, comme beaucoup de gens, en fait, moi, je suis obsédé de productivité. Alors,
j'écoute beaucoup de podcasts en ce moment, notamment ce Tim Ferriss, qui a écrit un bouquin il y a pas mal de temps sur la semaine de 4 heures. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut bosser 4 heures, mais ça veut dire que comment on automatise le plus de choses possibles, comment on délègue le plus de choses possibles, comment on fait confiance. Et donc voilà, moi, comme tous les entrepreneurs, je suis toujours sur l'idée d'après, en fait. Donc, c'est what's next, what's next, what's next. Et donc voilà. Mais mon quotidien, il est beaucoup fait de travail, de beaucoup de temps à mon bureau, mais aussi des grandes marches, des lectures. Et puis cuisine le soir avec mon fils qui adore cuisiner, moi aussi. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas une vie extraordinaire, hein, c'est une vie de travail, quoi. Mais professionnellement, la dernière société que vous avez créée, donc celle pour laquelle vous travaillez au quotidien, elle marche bien? Ça marche bien, votre vie professionnelle d'entrepreneur aujourd'hui? Ah ben, non, si on considère que Unit City est en Ukraine, à Kiev, que moi je peux pas y aller, qu'on a dû fermer les bureaux et que non, ça va pas terrible. Ça va pas terrible. Ouais, vous avez fermé les bureaux, mais il y a peut-être quand même une activité qui perdure, Et non? il y a une activité, mais en fait, il faut qu'on se réinvente. Et puis on va le faire. Ouais. Et puis on le fait. On le fait. Et on se réinvente. Et c'est ça qui est passionnant. Financièrement, c'est dur. Ce sera dur, mais on va passer le cap. Et puis je suis pas inquiet. Et on va pivoter. Moi, je crois beaucoup à cette notion de pivot. Hein. Quand on est entrepreneur, c'est quand il y a un truc qui marche plus, pour des raisons endogènes ou exogènes. Bon, la guerre, j'y peux rien. Et donc, il faut que je m'adapte. Voilà, il faut que je m'adapte. On s'adapte. Quand vous parlez de vous, Dominique, j'ai lu que vous disiez de vous que vous étiez, alors je lis hein, pour pas commettre d'impair, que vous étiez geek, que vous étiez rebelle, que vous étiez précurseur et surtout, souligné 3 fois, que vous étiez libre. Ah, c'est drôle, oui. Bah oui, c'est fondamental Vous pour moi. Vous y tenez à la liberté. Plus que tout. Plus Ouais. que tout. Pour moi, c'est la seule chose importante. C'est le premier mot hein, de la devise française. Ou le dernier, liberté, fraternité, égalité, égalité, liberté. Je ne sais plus dans quel sens on les met. C'est le premier. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, liberté, égalité, fraternité. Pour moi, c'est ce qui nous fait homme. C'est ce qui fait qu'on est homme. Et par homme, j'entends humain. J'entends pas homme ou femme, mais pour moi, être libre de mon temps, être libre de mes choix, être libre de l'endroit où je suis, être libre de choisir tous les matins d'être heureux avec la personne avec laquelle je vis. Pour moi, c'est fondamental. C'est ce qui me tient debout, c'est ce qui me fait avancer. Voilà, dès que je me sens... Et c'est marrant parce que je sais très bien qu'il y a des gens que ça rassure d'être dans des structures un peu fortes, un peu... Je le comprends très bien. C'est l'inverse de ce qui me rassure, moi. Ça m'angoisse terriblement. Je me sens mourir dans ce genre d'environnement. Et donc oui, libre. Mmh. Vous avez dit aussi, et ça c'est encore une fois une petite entorse que vous faites au portrait robot de l'entrepreneur moderne, c'est que vous avez dit « je me fous de la reconnaissance ». Normalement, un entrepreneur, il aime bien qu'on dise de lui « t'es un bon », etc. Il aime bien les louanges. Vous, non, vous en foutez. Alors, je sais pas, je pense que, ok, si je suis complètement honnête, j'imagine que non. J'imagine évidemment que non. Comment le dire la reconnaissance qui m'importe, c'est plus... non, mais je crois que je m'en fous, en fait. Non, je crois que je m'en fous. Ce dont je me fous pas, c'est d'être aimé ou pas aimé. Qui est peut-être un peu différent. C'est pas tout à fait. Donc, je suis assez sensible au fait qu'on ne m'aime pas ou qu'on m'aime bien.
Ça, j'y suis même très sensible. Parce que je me dis, si quelqu'un m'aime pas, je me dis, mais qu'est-ce que je lui fais? C'est quoi le problème? C'est pas nécessairement plus sain de vouloir que tout le monde vous aime. Mais en revanche, la reconnaissance, je m'en fous parce que en fait, ça va pas avec l'esprit rebelle, ça va pas avec l'esprit libre. Quand vous avez besoin de reconnaissance, tout de suite, vous êtes plus libre parce que vous dépendez de ceux qui doivent vous reconnaître. Vous devez rentrer dans les cases. Vous êtes cuit. Vous êtes cuit si vous avez besoin de reconnaissance. Outre la manière dont vous vous décrivez, donc on a énuméré des qualificatifs que vous associez à votre personnalité, quelle serait, selon vous, Dominique, votre principale qualité? J'espère que c'est l'écoute. J'espère que c'est l'écoute. C'est quelque chose que je suis très attentif à écouter. Je pense que c'est là qu'on apprend vraiment, quand on sait écouter. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Me taire et écouter. Même si je peux paraître un peu volubile comme ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important et puis l'empathie. Mais l'écoute, c'est quelque chose que je pratique. J'espère. Dominique, vous m'avez dit 53 ans, je crois. Oui. Quel est l'avenir professionnel que vous vous imaginez? On s'aperçoit que vous avez plein de trucs dans la tête qui ne sont pas forcément des choses que vous traitez de manière professionnelle, l'écriture, la lecture, le voyage. Comment vous voyez les quelques années qui sont devant vous? Comme les précédentes, en fait. Je suis quelqu'un d'assez heureux, donc j'ai plutôt... donc j'ai des nouveaux projets. J'ai un projet de fondation qui me fascine beaucoup, que je pense mettre en œuvre bientôt. Je pense qu'une nouvelle partie de ma vie va plutôt être aux États-Unis, avec des allers-retours avec l'Ukraine, mais plutôt basé ici. Donc voilà, j'ai une idée de monter une boîte ukraino-américaine, plutôt que d'amener les États-Unis à l'Ukraine. J'essaie d'amener de l'Ukraine aux États-Unis. Voilà, moi j'aime bien faire des ponts. C'est une des choses aussi que je fais dans ma vie, dans ma carrière. Mais voilà, et puis je suis en train de monter une fromagerie. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas idiot, remarquez. Quand j'ai vendu ma boîte avec Jeff, mon mari, on a acheté 2 hôtels, parce que lui vient de l'hôtellerie, dans une petite ville où j'habite, qui est pas très loin de San Francisco, qui s'appelle Sonora. Et en fait, voilà, je suis en train de monter une fromagerie au rez-de-chaussée c'est un vieux rêve. La bouffe, ça fait évidemment partie des choses que j'aime bien. Je suis français. Ouais. Rien là, j'y peux rien. Et donc voilà, donc je suis très avancé sur ce projet de fromagerie. C'est formidable de voir un homme de 53 ans qui a traversé des crises, qui a vécu même des crises très difficiles, celle d'un pays en guerre, notamment la plus récente de celle que vous avez traversée. C'est formidable de voir un homme qui conserve autant d'enthousiasme et autant de projets. Je vous souhaite bonne chance, Dominique. J'ai été ravi de m'entretenir avec vous. Pareil, merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bye bye. French Boss vous a été présenté par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA est offert sur le campus américain de Schema, site à Raleigh, en Caroline du Nord, où les étudiants ont l'opportunité d'obtenir un double diplôme en partenariat avec la prestigieuse North Carolina State University. Ils peuvent également passer un ou plusieurs semestres sur les autres campus de Schema au Brésil, en Chine, en France et en Afrique du Sud. Schema propose aussi de nombreux diplômes de master avec plus de 30 spécialisations offertes sur l'ensemble de ses campus. Prêt pour des études et une carrière à l'international? Postulez à Schema pour l'automne 2022 dès aujourd'hui.